sur les traces des plus grandes. Déjà 4 décennies que les 67 000 ont pris la relève des Pacifiques sur la côte d'Opale ou encore en pays nantais. Et pour tout dire, 4 décennies qu'on les voit partout. Même sur des lignes qui ne connaissent généralement que l'autorail, on a pu les voir assurer des trains à long parcours. Ce fut le cas, par exemple, sur l'itinéraire Lorraine-Bourgogne par Mirecourt, qui a repris vie pour quelques semaines lors des grands détournements de l'été 2000. Et bien sûr, il y a ces fiefs traditionnels, comme l'étoile de Vène, une étoile que les 67 000 ont foulée de leurs roues avant même que l'homme ne pose le pied sur la Lune. Un beau terrain de jeu, en vérité, pour le plus passe-partout de nos diesels. Ici, la double voie et les longs alignements sont l'exception. La règle, c'est une profusion de courbes, de rampes et d'unités multiples. Aspres-sur-Buëche, Saint-Julien-en-Beauchêne, Montmort et maintenant la Bégue. Côté Croix-Haute, côté Gap, côté Col de Cabre, c'est déjà la montagne, c'est déjà le Midi. Et c'est encore du beau diesel.
Encore, mais plus pour très longtemps. Déjà, les rames vertes avaient achevé de virer au gris. Aujourd'hui, des bleus vont en remplacer d'autres. Au revoir 67 000, bonjour Xter et AGC. Nostalgie, suite. Il n'y a pas si longtemps, du côté de Roanne, les petits matins étaient chauds, avec les trains de nuit Nantes-Lyon, puis Bordeaux-Lyon. Aujourd'hui, seuls quelques régionaux viennent encore réveiller les riverains de la bifurcation du Coteau et déranger les truites de la Loire. Quatre décennies. Le processus de déclin est engagé. Mais aujourd'hui encore, les 67 000, il y en a partout. Et il y en a pour tout le monde, même pour la clientèle haut de gamme du Venise Simplon Orient Express. Un corail fait son entrée dans une grande gare. La scène est un archétype presque intemporel. Quelques précisions. Nous sommes à l'automne 2006 et nous assistons à l'arrivée du train 5957. Clermont-Ferrand terminus du train? À première vue, oui. Déjà, l'agent de manœuvre coupe la 22200. Mais le retour au dépôt, c'est-à-dire le déjeuner du mécano et le repos de la loque, se feront encore attendre un peu. Quatre minutes après celle du grand train, l'arrivée de l'AGC d'Aurillac libère la voie. La machine va pouvoir dégager. Et ce n'est pas fini. Clermont n'est terminus que pour la caténaire. Et les voitures de tête vont poursuivre leur voyage vers le sud en diesel. À 12h46 précise, départ. Entre l'horaire et la composition, les initiés l'auront tous reconnu. C'est bien sûr l'Aubrac, qui débute ainsi sa longue traversée du désert. Puis vient le tour de la tranche Marseille. Pour cela, c'est à 12h55 que le voyage reprend, après la bagatelle de 26 minutes d'arrêt.
Est-il besoin de préciser que c'est avec le célébrissime Cévenol que se conclut cette séquence aujourd'hui historique d'un chemin de fer traditionnel mêlant relais-traction et éclatement d'une rame à tranches multiples. À 35 km de là, à Saint-Ivoine, les premiers escarpements bloquent la banlieue. Enfin presque. Juste après cette brève rencontre avec la navette d'Issoire et l'Aubrac, voici le Cévenol. Retour à Clermont, où, plus haut que les flèches de la cathédrale de basalte, d'autres 67 000 s'élèvent au-dessus de la capitale Arverne. Pour le thermal, le parcours de montagne débute brutalement, avec plus de 20 km en rampe continue de 25. On l'a compris, les diesels vont parler. Volvic, code 760. C'est toute une collection de signaux mécaniques fermés qui enserrent la gare pendant ces longues périodes de torpeur. C'est au poste 1, à la mi-journée, que le site renaît à la vie, lorsqu'Axel prend son service. Premier acte, toute une série de basculements de levier, qui pour créer l'itinéraire, qui pour ouvrir les signaux, avec manœuvre et retrait des clés des fameux enclenchements bourrés, tout cela bien sûr dans un ordre précis. Après quelques minutes, survient le train d'eau minérale, retour du Mont d'Or, où il a troqué ses wagons vides contre une rame chargée. À peine Axel a-t-il refermé l'itinéraire qu'il doit préparer le passage du Ventadour Bordeaux-Grenoble. Le voici, presque à l'heure, dans la trace du marchandise qui l'a précédé. Précision importante. À cette époque, 2001, 3 systèmes différents règnent autour de Volvic. Le bloc manuel de voie unique côté Ussel, le bloc automatique à permissivité restreinte côté Clermont et la signalisation simplifiée sur la ligne des Fades, aujourd'hui fermée. Bref, une sorte de sport complet pour un jeune agent circulation, même si l'Express ne fait ici que suivre la trace du marchandise qui l'a précédé.
Et notre étape se conclura plus tard dans l'après-midi, à l'heure du thermal montant vers le Mont d'Or. Plus loin, plus haut. Face au puits de Sancy, qui domine la Seine du haut de ses 1885 mètres, se dresse une autre batterie de signaux mécaniques. Au PK 442,7, voici l'accueil, où un point culminant peut en cacher un autre. Nous sommes dans la gare la plus élevée de l'itinéraire, à 942 mètres d'altitude. Mais il ne s'agit pas là d'un superlatif absolu. Et le thermal arrivant de Paris et Clermont n'est pas tout à fait au bout de ses peines. Car sur l'antenne du Mont d'Or, il devra encore grimper jusqu'à 1009 mètres pour atteindre son terminus. Ouverture des signaux pour la direction de l'embranchement et démarrage du 67 000, qui va bientôt devoir donner toute sa puissance pour se hisser jusqu'à son terminus. Inévitable précision. Au soir du 27 août 2006, c'est pour toujours que les signaux se refermeront sur cet express mal aimé. Aujourd'hui, ces images sont des documents. Le thermal a disparu. Quant au Ventadour, sa périodicité a fondu. Et sa composition aussi. À Saint-Ours, on ne verra sans doute plus jamais de couplage en tête de telle rame. Toujours au pied des volcans, mais plus au sud. Nous sommes à Aurillac, où l'express diurne de Paris débute sa course et s'apprête à gravir le massif du Cantal. Avant qu'une Civic ne l'emmène à toute allure à travers les plaines du Bourbonnais, son morceau de bravoure, c'est ici, et avec un 67 000. Saint-Jacques-des-Blats, le viaduc de Saguissoul et tout en haut de la rampe, le Lioran.
1152 mètres d'altitude, 16 km de rampe de 30 pour monter de Vic-sur-Cère et 8 km de pente de 30 pour redescendre sur Murat. Ceci par tous les temps, service public oblige. Le Lioran, ce fut un sommet de la vapeur. Ça restera un haut lieu des 67 000. Parmi les innombrables méandres de la vallée du Lot, il en est un sur lequel s'est bâtie la petite ville de Capdenac, plus souvent citée dans les indicateurs ferroviaires que dans les guides touristiques. Avant même sa reconstruction dans le plus pur style entre-deux-guerres, la gare a vu passer pendant quelques années les express Paris-Toulouse. Mais elle s'est bientôt cantonnée à un rôle essentiellement régional, dont elle pouvait tout de même sortir pour quelques minutes lorsque se présentait le Rodez-Paris. Un 67 000, une poignée de voitures corail, voici ce qu'il restait, au tournant du siècle, des grandes heures du nœud ferroviaire aveyronnais. Les suites, on la devine. Arrivées à Brive, les voitures de Rodez seront attelées à celles d'un rapide de la Grande Ligne pour rejoindre Paris. Et on devine aussi l'autre suite. Les voitures directes finiront par muer en autorail avec changement de train. Et, en cas de retard, correspondance non garantie. Il paraît que c'est le progrès. On en déduit que le confort et la régularité, c'était des archaïsmes. Mais autour de minuit, il reste un miraculé. Les deux rames de Carmaux et de Rodez viennent d'être réunies en un seul convoi pour Paris, qui prend déjà de la vitesse. Vers 2h30 du côté de Pierre-Buffière, ce train croisera son homologue de Sens-Saint-Père et, au petit jour, nous assisterons à l'arrivée du Paris-Rodez dans la capitale Rouergat. L'image répétée chaque matin depuis plus d'un siècle est on ne peut plus classique. Un mot qui a pour synonyme sursitaire, menacé. Mais le Parisien, comme on appelle ici l'express nocturne, survivra. Dérégularisé et le plus souvent amputé de sa tranche Carmaux. Mais c'est l'un de ces moindres mots dont le voyageur du XXIe siècle a appris à se contenter. D'autres n'auront pas la même chance. Le Cévenol, jadis objet de tant de fierté, a commencé par s'amaigrir. Il paraît bien lointain le temps où les UM de 400 emmenaient 9, 10 et parfois même 12 voitures.
Viaduc des Bras, d'Aléras, du Thor et maintenant de Chamborigo, sur les ouvrages cultes du Cévenol, ne passent plus aujourd'hui que les tout derniers fidèles. Même après avoir prié tous les saints du paradis et de la Haute-Loire, il faut maintenant se rendre à l'évidence. Le Cévenol n'était pas promis à l'éternité. Sainte Marie des Chazes elle-même ne réussira pas à renouveler cette apparition. Quant à Saint-André de Vabre, sa contemplation devra désormais se satisfaire d'autorail tout venant. Un temps, on a cru pouvoir s'en remettre à Saint-Grégoire de Prades et prier pour que, dans un graphique de plus en plus ténu, les TER Clermont-Nîmes puissent encore siéger de part et d'autre, et pas seulement à la droite du Cévenol. Hélas, le royaume des quatre essieux ne se montre guère rédempteur. Et l'on peut même légitimement craindre que la ligne des Cévennes elle-même n'en ait pas pour les siècles des siècles. Dieu merci, il reste de vrais trains dans les Hautes-Alpes. La ligne de Briançon, dont on voit ici le tronçon sauvé des eaux en 1960, reste bien active. Et ce vendredi 13 février était même un jour de chance pour le chemin de fer. Plus la journée s'avançait, plus les rames s'allongeaient. Au-dessus des eaux calmes du lac, c'est la première vague qui commence à déferler. Parti voici déjà à 3 heures, le TER de Valence a pris le relais du TGV. Et il a aussi pris de l'embonpoint pour conduire les Parisiens vers les sommets des Alpes du Sud. Quelques minutes plus tard, viendra le tour des Marseillais, ici au passage du très élégant viaduc de l'Estrée, où le tracé que nous appellerons encore nouveau se rapproche de celui de 1883.
Beaucoup plus tard, beaucoup plus haut, voici Briançon. Comme chaque soir, le 57-90 s'étire sur la première voie, prêt au départ pour Paris. En ce début de vacances, les candidats au retour ne sont évidemment pas légion, mais côté technique, les renforts sont déjà là. En tête de la rame, la présence d'un couplage girondo-alsacien, plutôt exotique vu d'ici, constitue un premier indice. À 20h30 précise, voie libre et départ. Et la composition bien fournie du Briançon-Paris vient nous confirmer ce que l'on pressentait. Le sursaut annuel des superpointes. Samedi 14, il fait encore nuit, lorsque débute le grand jour, avec les premières arrivées de Paris. Très progressivement, le soleil va s'immiscer dans la vallée, offrant bientôt un spectacle de grande classe aux voyageurs les moins leftos. Terminus Briançon. Dominant le site, la ville haute va assister à une arrivée comme tant d'autres.
scène banale? Pas pour les voyageurs que l'on soupçonne plus familiers du RER que des couchettes. Ni pour le ferroviphile, car ces opérations, jadis communes à tant de stations thermales ou balnéaires, tendent aujourd'hui à se faire rares. Et ça continue. Mais celui-ci sera le dernier des noctambules. Désormais, le site est baigné de ce soleil qu'il a promu au rang de station climatique, dès les tout débuts de l'ère ferroviaire. Et le spectacle va maintenant se dérouler au grand jour. Dès le milieu de la matinée, les couchettes cèdent la place aux différentes variantes de voitures TERisées. Et bientôt, les flux vont commencer à s'inverser. Une batterie d'arrivée de trains de nuit, une série de départs de TER. Le récit de la matinée est fourni, mais simple. En mi-journée, ça va se corser quelque peu, avec une séquence de mouvements croisés. Après avoir avalé son café, le mécano du 17412 prend possession de son couplage. Mais il lui faudra attendre l'arrivée de son collègue du 17419. Heure prévue d'arrivée de l'un, 12h40. Heure prévue de départ de l'autre, 12h40. Et ça marche. Ça marche au bout de 315 km de voie unique, les deux trains étant respectivement Origine et Terminus Marseille. Et pour tout dire, ça marche beaucoup mieux que dans la matinée, où un dérangement de bloc avait plus que perturbé le graphique soigneusement élaboré avec des semaines et peut-être même des mois d'avance.
Pour les machines qui font relâche, c'est l'heure des petits soins. 25 pour 1000, 35 ans d'âge et 600 tonnes remorquées. Ça fait beaucoup pour les circuits de refroidissement, que l'on complète avec une eau incomparablement plus pure qu'à la Blancarde ou Porte-les-Valences. Relâche. En ce milieu d'après-midi, c'est aussi le cas de la gare elle-même, où tout semble figé. Les superpointes, concentrées sur quelques jours de l'année, le sont aussi sur quelques heures de la journée. Nous mettrons cet intermède à profit pour aller faire les touristes dans celle qui se proclame la plus haute ville de France, avec ses 1326 mètres d'altitude. Une ville tout en pente, comme Lausanne ou Monte-Carlo, mais en beaucoup plus escarpée et passablement plus écolo. 100% zone piétonne garantie d'origine. L'église Notre-Dame domine l'ensemble, ainsi bien sûr que la gare, qui va progressivement retrouver un bon niveau d'activité. Plus bas, la ronde des 67 000 a repris. Dans une certaine facilité du côté de Mont-Dauphin, mais on n'en dira pas autant après l'Argentière, où la rampe de 25 débute dès l'aiguille de sortie. Les diesels donnent toute leur puissance. Mais 2 km après le démarrage des rames lourdes en pleine rampe, la vitesse reste bien modeste. C'est le mur des Vaudois, entendez, des protestants, qui marque l'endroit où la vallée achève de se muer en gorge. Un véritable canyon, où en dehors des trains, seuls s'aventurent parfois quelques pêcheurs. Coincé entre deux tunnels, le viaduc du Combal s'écarte un instant de la paroi qui ne parvient même pas à retenir la végétation. Mais le point dur ne représente que 6 km et, aux abords de Presles, la vallée commence à s'ouvrir.
C'est ainsi que les trains arrivent dans le vaste bassin qui annonce l'arrivée imminente au terminus. Lorsque le soleil disparaît derrière les 2800 mètres des tenailles de Montbrison, les rames bleu nuit commencent à sortir de la torpeur des voies de remisage. Et c'est à la tombée de la nuit que le bureau du chef de service commence à s'animer. Lorsque les hommes jonglent entre tous ces micro-détails qui, bien gérés, vous donnent un chemin de fer qui tourne rond. Mais après, il y a le train de Romans qui va venir. Je vais quand même le rentrer voie Z comme prévu. Et on le garera par en bas sur voie 5, une fois que le 90 est sorti. Destination Quimper, quand on vous parlait d'exotisme. Cette année, le train 4900 ne circulera qu'une seule fois. Autant dire que nous avons le sentiment d'assister à un événement, tout comme les voyageurs, alpins d'une semaine et qui redeviendront bretons dès le lendemain matin, au terme de l'un des plus longs voyages que l'on puisse effectuer sur les rails de France sans changer de train. 1257 km. Le conducteur et ses 2 diesels, eux, ne dépasseront pas Valence. Leur mission est exactement la même que s'il s'agissait du plus quotidien des Briançon-Paris. Au bout des quais, nous n'étions qu'une poignée de photographes et vidéastes convaincus d'assister à ce que l'on peut appeler, au sens propre, le grand soir. Mais le petit matin qui s'ensuivit, pour somptueux que fût son ensoleillement, n'en était pas moins redevenu ferroviairement banal, avec le retour aux rames courtes des jours ordinaires. Clermont-Ferrand, triage des Gravenches, 7 h du matin. Dans ce site que la caténaire n'a investi que tardivement et timidement, rien n'est plus banal que le lent démarrage d'un couplage de 67-400. En apparence. Car ce train entier de wagons débâche vite présente 2 particularités. La première, économique. C'est une reconquête toute récente de Fret SNCF,
cas peu courant dans une conjoncture que l'on sait délicate. La deuxième, technique. Le parcours qui débute compte parmi les plus difficiles du genre. Au manche, voici Eric, CRML en jargon cheminot. Traduction, conducteur de manœuvre et de ligne locale. Une dénomination a priori peu valorisante, mais nous allons bientôt voir qu'avec ce train, c'est un métier de tractionnaire à part entière. Sous le regard de Christophe, cadre traction, Eric actionne son manipulateur pour prendre un peu de vitesse. Un peu seulement. De la grande ligne du Bourbonnais, les 2 diesels et les 14 wagons n'emprunteront que les tout derniers hectomètres précédant le terminus de Clermont-Ferrand. Terminus, c'en est un pour les rames Théose, et plus généralement pour le réseau principal. Car après les dernières aiguilles, la grande gare de la capitale de région ouvre sur un autre chemin de fer. À gauche, l'amorce de la ligne des Cévennes. En fait, le tronc commun de toutes les destinations du sud du Massif central. Le Puy, Alès, Millau, Aurillac. À droite, l'origine de la transversale des Puys, sur laquelle nous nous engageons, toujours à vitesse réduite. D'emblée, on comprend que le train pénètre sur une ligne déshéritée. L'entretien de la double voie ne vient pas précisément servir l'image du chemin de fer de tous les records. Même si ses dirigeants affirment que c'est par souci d'écologie qu'ils ont décidé de réduire le dosage du produit désherbant. Eric sera moins regardant sur le fuel. En attaquant la rampe à 30 km/h seulement, il va devoir faire appel à toute la puissance de ses diesels pour atteindre sa vitesse de croisière. Déjà, nous commençons à nous élever au-dessus de la ville et après 5 km, nous abordons le palier de Royan. La gare offre encore un bel aspect, qui rappelle les grandes années du thermalisme, tout comme les immeubles cossus de la ville. Mais si les curistes se font rares, l'eau reste l'une des grandes richesses de l'Auvergne. Et c'est d'ailleurs pour elle que circule notre train. Il est temps de préciser qu'il se dirige vers l'usine des eaux minérales du Mont d'Or, d'où il ramènera des milliers de bouteilles. Et la ligne, qui grimpe en corniche au-dessus de l'agglomération clermontoise, est connue pour son profil musclé. La rampe de 25 ne s'interrompt qu'à la traversée des gares, ici d'Urtol, car il faut se hisser de la plaine jusqu'au plateau. Derrière nous, on entend ronfler les V16, mais sans plus. En tête d'une rame vide, on ressent presque une impression de facilité. Et c'est à bonne allure que le convoi gagne en altitude.
Après une petite vingtaine de kilomètres d'ascension sans histoire, Eric vient d'interrompre l'effort de traction. Le train a maintenant atteint le rebord du plateau et il approche de la gare de Volvic, dont la traversée est limitée à 30. Dans la gare musée, rien ne semble avoir changé. Mais il faut se méfier des apparences. Après l'amaigrissement du Ventadour, la disparition du thermal et la suppression des autres dessertes fret, rien que ça, le train des eaux, comme on dit dans la région, se sent bien seul. Et cette sensation se précise dans le raidillon qui mène à la première pointe du profil en dents de scie. À droite, la voie qui conduisait jadis vers les Ancises et la Pérouse par le monumental viaduc des Fades porte déjà la marque de 18 mois d'abandon total. Ouais, mais c'est un projet, donc il y a encore matière à discuter, matière à améliorer. Car presque coup sur coup, la transversale a perdu 2 de ses barreaux. La Pérouse-Volvic et Montluçon-Aigurant. Et ce n'est peut-être pas fini. Sur notre voie, le récent renouvellement n'a été entrepris que pour le fret du Mont d'Or. Et il ne se trouve plus grand monde pour se souvenir que cette ligne, c'est aussi Clermont-Bordeaux. Alors à la fois ils sont dans l'endroit et à la fois on essaie d'offrir 60. C'est à la vitesse limite que nous abordons Charbonnières-les-Varennes, où l'ex-ligne des Combrailles oblique plein nord, alors que la nôtre s'oriente vers le sud-ouest. Et que la rampe se mue subitement en pente, sans transition, manipulateur à 0. Nous sommes ici à plus de 800 mètres d'altitude, au pied du puits Tressou. Faute d'avoir pu attaquer de front la chaîne des volcans, le rail n'a pu que la contourner, sans pour autant s'offrir un tracé performant. Courbes et contre-courbes, pentes et contre-pentes, l'éphémère compagnie du Clermont-Tulle en était vraiment au demi-mètre cube de terrassement près. Après le premier pic, voici le premier creux. Le train effleure maintenant le bourg de Pont-Gibaud. Puis, pour bien nous montrer qu'ici, en matière de profil, tout existe, il va bientôt aborder un rare faux plat, évidemment très inconstant, 2, puis 7, puis 4 pour 1000, du côté de Saint-Pierre-le-Chastel. Nous sommes donc sur le tronçon le moins accidenté du parcours, qui s'étend jusqu'à la gare de Lanniouze-Rochefort. À Lanniouze, du nom du ruisseau qui serpente dans ce vallon isolé. Et Rochefort, du nom de la localité la plus proche, à peine 10 km. Autant dire qu'il n'y a pas souvent la queue devant le guichet. Car, aussi étonnant que ça puisse paraître en ces temps de déshumanisation galopante, cette gare est encore gérée, pour 1 ou 2 croisements par jour. Des fois, c'est des voitures sans permis.
Ici, le train pénètre dans un quasi no man's land, où seules quelques anciennes maisonnettes de garde sont encore habitées. Car la Meuse, c'est aussi une vallée qui va bientôt devenir impénétrable, sauf pour la voie ferrée, qui va la remonter jusqu'aux abords de l'Accueil. Je crois que je le fais la semaine prochaine aussi, moi je dois le faire, je sais pas. Remonter, à la façon Clermont-Tulle, c'est-à-dire avec une bonne trentaine de variations de déclivité sur moins de 20 km. Bien sûr, tout cela est invisible pour le simple quidam, mais pas pour le fin mécano. Une rampe de 25, Eric tire. Juste après, une pente de 12, Eric coupe. Par contre, les véritables points de repère, les sensations de conduite, tu les as en pratique. Pas de quoi s'ennuyer avec le temps de réponse des diesels des années 60. À tout instant, il faut anticiper, tout en sachant mémoriser le PK précis où une branche affaiblie par le dernier orage menace d'engager le gabarit. Moi je me retrouve avec un petit peu de Insensiblement, la vallée était devenue gorge, jusqu'à ce que l'on devine le débouché sur le plateau que rien ne laissait prévoir. On ne dira pas pour autant que tout va devenir plus facile. Même dans ce site plus ouvert, la voie louvoie, à la recherche de la moindre économie. Drôle d'économie en vérité. Face à quelques brouettes de terre en moins, combien de pelletées de charbon puis de litres de gazole en plus à chaque voyage? Et combien de minutes aussi? Près du double, on a compris par rapport à la route, pour atteindre l'Accueil. La gare sommitale est souvent somnolente, mais les signaux de sortie vont s'ouvrir devant le train des eaux. Non pas pour qu'il la traverse en trombe, mais du fait de sa longueur qui excède largement ce que l'on attelait jadis au 141 TA. Dès l'arrêt, l'agent de manœuvre va couper la rame. Et après quelques minutes, c'est avec 5 wagons seulement que le couplage de 67-400 va repartir. Dans la pente brève mais raide, qui fait suite à la gare, nous laissons sur notre droite la direction jadis principale, mais aujourd'hui quasi désertée, d'Ussel, et optons pour la branche du Mont d'Or. La charge est réduite, la vitesse l'est aussi. 40 km/h seulement. Administrativement, notre train n'est plus ici qu'une évolution. Et surtout, il va bientôt devoir affronter des déclivités extrêmes. Sur le plateau, on reste dans les normes. Rampe de 12, pente de 11, rampe de 15. Il faut donc plus de vigilance que de puissance pour ne pas manger le trait. Ça dépend de la balade que tu veux faire, si c'est un week-end, Mais droit devant, la masse du Sancy, le plus haut sommet du Massif central, annonce les difficultés à venir. Derniers hectomètres en profil modéré. Ici, le train approche du palier de l'ancienne gare de Saint-Sauve. Une gare d'abord déclassée en simple halte,
et qui n'est plus desservie de nos jours que par une poignée d'autocars. Mais Saint-Sauve, c'est aussi l'origine de la première rampe de Trente. Là, Éric doit tout envoyer, comme on dit. Le raidillon ne dure qu'un demi-kilomètre. Et, au lieu dit chez Chabozy, le profil s'inverse. À peine le dernier wagon a-t-il franchi le point haut qu'il faut déjà freiner. Ici, le train plonge dans la vallée de la Dordogne. Il y a 13 lignes dans le roulement. C'est au pied d'une pente de 20 et bientôt de 35 pour 1000 que nous allons trouver la gare de la Bourboule, dont on ne tarde pas à deviner qu'elle a connu jadis une activité autrement plus soutenue. Dès l'aiguille de sortie, dernier coup de collier. Et enfin, voici l'embranchement de l'usine, au PK 453,372 très précisément. Après avoir laissé descendre l'agent de manœuvre, Éric redémarre dans la rampe pour dégager l'aiguille. Fin du compte à rebours, ouverture de l'aiguille, inverseur sur arrière. Tu laisses venir en refoulant la place d'une quinzaine de wagons. Vitesse limitée à 6 km/h, tu refoules avec les bips. La rame refoule désormais sur l'embranchement et, tant qu'elle ne sera pas entièrement sur le palier, Éric la retient au frein direct. Bien suffisant à faible vitesse et plus fin, dans ce cas de figure, que le frein automatique. Et tu refoules la place de 4 wagons, refoule. Allez, la place de 3 wagons, 3, refoule. Refoule. Allez, encore la place de 3 mètres. Refoule. Et tu peux t'arrêter. La rame vide est désormais garée sur son tiroir et les deux diesels vont maintenant aller se mettre en tête de la rame chargée qui les attend sur la voie du quai de chargement. À toucher. Et on devine déjà que les manœuvres vont s'enchaîner dans l'ordre inverse. Après la traditionnelle rate, reconnaissance de l'aptitude au transport et le non moins inévitable essai de frein.
ira encore à la place de 2 wagons. Encore un wagon. Tu peux t'arrêter. Aiguille, inverseur. Le train va pouvoir refouler vers la pleine ligne. Tu laisses venir en refoulant à dégager l'aiguille d'entrée de l'EP. Vas-y, refoule avec les bips. Avec une particularité. Du fait de la rampe, le régime des diesels va monter plus haut qu'il n'est de coutume en manœuvre. Avec 3 wagons, on refoule. On refoule. On refoule. On refoule. 2 wagons. On refoule. On refoule. Allez, encore un diesel pour dégager l'aiguille. On refoule. On refoule. On refoule. Et tu as dégagé l'aiguille, tu peux t'arrêter. Fin de l'épisode. Le train est prêt à regagner l'accueil. Un train sensiblement plus lourd, puisqu'il se compose désormais de 9 wagons chargés. Au fait, pourquoi la rame de 14 wagons doit-elle être scindée en tranches inégales? L'explication viendra avec la deuxième navette. Et pour l'heure, on se contentera d'apprécier le travail de l'homme et de ses machines. On va vouloir faire à chaque fois. Car la descente, on le sait déjà, ne se limite pas à une descente. D'où cette irrésistible envie de citer ici cette réplique d'un Auvergnat célèbre: en descendant, montez d'heure. Car juste après la Bourboule, débute la rampe de 35 pour 1000. Le maximum absolu en France en traction autonome. Avec près de 600 tonnes derrière les diesels, ça va donner. Arrivé au pied du mur, Eric tire. 30 km/h, 1200 tours minute. Là, si l'ami Fernand avait connu le grand diesel, il aurait pu ajouter « Écoutez voir !» La forte rampe représente un peu moins de 2 km et, vers les fermes de la fosse, la déclivité s'adoucit à 17 pour 1000. Les V16 peuvent souffler et, comme le nom du hameau ne l'indique pas, nous pourrons profiter un instant d'une situation dominante, bien au-dessus des eaux de la Dordogne. Enfin, nous approchons du col de Chéchabozy, le point le plus haut de tout le voyage, à 951 mètres. Et l'histoire se répète. À peine le régime est-il revenu au ralenti
qu'il faut déjà freiner. Enfin, voici l'accueil. Un instant d'effort pour atteindre le plateau de la gare, où l'équipe va laisser ses wagons chargés, provisoirement bien sûr, avant de repartir vers l'usine avec la deuxième tranche de wagons vides. « 9h55, fin de la première tournée. À cet instant précis, à une dizaine de kilomètres de là, l'usine du groupe Alma prépare la suite des opérations. Si Dame Nature fournit gratuitement la matière première, encore faut-il conditionner celle-ci pour qu'elle devienne un produit. C'est donc dans ce vaste atelier que l'eau du Mont d'Or va prendre progressivement l'aspect que lui connaît le consommateur. Après la mise en bouteille vient l'étiquetage, et c'est reparti pour atteindre la prochaine étape en suivant un circuit qui devrait satisfaire l'œil et l'esprit du modéliste ferroviaire. À moins qu'il ne suscite la jalousie, car ici, l'éternelle question du manque de place ne semble pas se poser. En approchant de l'extrémité de la chaîne, on est à deux doigts de ce que l'on va bientôt trouver en rayon. Mais il reste encore à habiller le produit pour le voyage. On s'en doutait un peu, les packs ne sont pas chargés, acheminés et livrés à l'unité. Retour aux activités ferroviaires. Le locotracteur Moise va prendre les wagons arrivés le matin même pour les amener au quai de chargement. Et là, tout va s'enchaîner très vite. Car pour charger les 5 wagons avec des palettes posées au cordeau et à touche-touche, les hommes de l'usine n'ont pas une minute à perdre. Tout devra être prêt à l'arrivée de la deuxième navette. Qui est reparti de l'accueil sur le coup des 10 heures, en tête des 9 wagons vides précédemment laissés en gare. C'est maintenant que l'on va comprendre le pourquoi de la scission de la rame en 2 tranches inégales. Les 5 premiers wagons correspondent à ce que les caristes de l'usine ont le temps de charger dans le bref intervalle qui sépare les 2 navettes l'accueil-le Mont d'Or. Pour les 9 qui font route maintenant, ce sera moins tendu puisqu'ils ne seront enlevés que le lendemain matin. Et l'on retrouve nos dents de scie avec l'ascension de Chabeauzy, suivie de la descente vers la Dordogne.
Bientôt, à l'usine, l'équipe SNCF exécutera rigoureusement les mêmes manœuvres. Et, peu après 11 heures, le train sera prêt à repartir. L'aiguille de l'embranchement donnant à nouveau la voie principale, on va pouvoir y aller. KRX montée d'ailleurs, départ. En ligne comme à l'usine, les opérations se répètent à l'identique. Un départ tout en douceur dans la pente qui mène à la bourboule, suivi de l'épisode du dernier cran de traction dans la rampe record. Mais avec la richesse du cadre naturel, le thème connaît de jolies variations. Avec seulement 5 wagons chargés, à peine plus de la moitié de la première rame, on éprouve une certaine sensation d'aisance. Et pour la 4e fois depuis le début de la matinée, le train atteindra le col de chez Chabozy sans faiblir. Et c'est à nouveau l'accueil. Il va maintenant falloir reformer un train de 14 wagons chargés. Après quoi, 5 bonnes heures s'étant écoulées depuis le départ matinal des Gravenches, l'équipe aura quelques instants de répit pour le casse-cou. Arrêt. « 13h08. À l'heure pile, le convoi va quitter l'accueil pour redescendre sur Clermont. Tant que le dernier wagon n'a pas quitté la voie de service, le démarrage sera lent. Et ce ne sera guère mieux après. Et ça doit pas terrible. Sur le téléphone, en vidéo. Entre forte pente et forte charge, près de 900 tonnes, le règlement impose une vitesse limite de 40 km/h. Et, aux heures chaudes, le régime que l'on a plutôt bien accepté sur les 10 km de l'antenne du Mont d'Or va prendre un petit aspect de chemin de croix sur les 65 km qui restent à parcourir jusqu'à Clermont.
Dans la descente des gorges de la Meuse, les tronçons en pente de 25 nécessiteront quelques actions sur le levier du frein automatique. Mais l'horaire est suffisamment détendu pour qu'Eric se dispense de tractionner sur les replats, quitte à voir sa vitesse baisser parfois jusqu'à 30, avant qu'elle ne remonte d'elle-même dès la prochaine variation d'un profil que l'on sait changer. La Meuse. C'est dans la gare d'entre nulle part et rien du tout qu'interviendra le premier croisement de la journée, après plus de 120 km parcourus sur des lignes désertées. C'est un AGC, et c'est un coup de chance. D'ordinaire, un simple ATER suffit bien pour la poignée de voyageurs qui se rendent de Clermont au Mont-d'Or en mi-journée. Arrêt, ouverture du sémaphore et départ. Aux abords de Pont-Gibaud, on retrouve un relief et un profil apaisés. Mais ça ne durera pas. Pour remonter vers Saint-Ours, il va falloir affronter 6 km de rampe continue de 25. Nous disons bien continue, l'exception qui confirme l'arrêt. Le régime approche du maximum. La vitesse s'abaisse à 30. Aujourd'hui, il suffira d'être patient. Mais par temps humide ou en cas de neige, on aimerait pouvoir aborder ce point dur avec plus d'élan. Enfin, après le fait du Voria, il ne reste plus qu'à se laisser descendre. Bientôt au Gravenche, les 14 wagons du jour seront attelés à ceux de la veille. Et ce sera un long train entier de 28 wagons qui gagnera Chelles, en Seine-et-Marne, d'où les palettes seront distribuées dans tous les hypermarchés du quart nord-est. C'est l'alliance des deux, une desserte de proximité correspondant rigoureusement aux besoins du client et un acheminement vraiment massifié sur la longue distance qui a permis de reconquérir ce trafic. Et c'est aussi, bien sûr, des hommes, ceux qui l'ont voulu, à l'usine du Mont-d'Or, comme du côté de Fret SNCF. Des hommes qui nous montrent que même avec des locomotives quadragénaires, même sur une ligne d'un autre âge, il n'y a pas de cause perdue.